Les Angolais aux urnes ce mercredi pour choisir un nouveau président. En pleine crise économique, ce dernier devra succéder au président José Eduardo dos Santos. Trouver des solutions africaines à la crise libyenne, c'est l'objectif d'une délégation d'une dizaine de chefs de tribus. Ils demandent l'implication du président tchadien Idriss Déby Itno. Enfin, en football, le sélectionneur des étalons du Burkina a dévoilé une liste de 23 joueurs. C'est en prévision d'une confrontation Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires du mondial Russie 2018. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page de l'information sur SICA. Les Angolais votent ce mercredi pour choisir un successeur au président José Eduardo dos Santos qui a décidé de prendre sa retraite. Il aura dirigé 38 ans le pays qui aujourd'hui est en pleine crise économique. Reportage. Dès les premières heures du jour, les 9,3 millions d'électeurs angolais inscrits se sont pressés dans les bureaux de vote de tout le pays qui resteront ouverts jusqu'à 17h GMT. Dos Santos, bientôt 75 ans, a déposé son bulletin dans l'urne en début de matinée dans une école du centre de la capitale sous les flashs des photographes. Son très probable successeur l'a imité une heure après dans un autre bureau de Luanda, confiant. Le scrutin se déroule en ordre et dans le calme, s'est-il félicité. Très matinal lui aussi, le chef de l'UNITA, le principal parti d'opposition, Isaias Samakouva, a voté dans le quartier de Talatona en appelant ses compatriotes à voter en conscience pour la démocratie. Tout au long de la campagne, l'UNITA est le troisième parti du pays. La Casa CE ont appelé les électeurs à mettre un point final à la domination sans partage qu'exerce le MPLA sur l'Angola depuis son indépendance du Portugal en 1975. Malgré une décennie de forte croissance depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola reste un des pays les plus pauvres de la planète. Les premiers résultats du scrutin sont attendus d'ici vendredi. Et ces élections générales marquent la fin du règne exercé depuis 38 ans par le président José Eduardo dos Santos. À la veille de ce scrutin, le fervent journaliste et militant anticorruption Rafael Marques de Moraes a dénoncé le vote. Pour lui, ce scrutin est truqué d'avance. On l'écoute. Cette élection est pratiquement juste une formalité car nous connaissons déjà les résultats et la plupart de la population connaît déjà les résultats. Et la question est comment le MPLA va essayer de comprendre à quel point la population est mécontente, à quel point elle n'est pas heureuse et donner plus de place à l'opposition. Parce que les élections sont truquées, les résultats sont prédéterminés avant même que l'élection n'ait lieu. La contribution de Dos Santos pour ce pays est la corruption institutionnalisée. C'est la destruction du tissu social angolais dans lequel les gens pensent que le seul moyen d'améliorer leur destin, leur vie, c'est à travers la corruption. Ce n'est pas à travers le travail acharné, ce n'est pas à travers l'éducation, ça ne contribue pas selon eux au bien-être commun. Comment résoudre la crise libyenne? C'est l'objectif d'une délégation d'une dizaine de chefs de tribus qui a rencontré Idriss Déby Itno afin qu'il s'implique. Toutes les tribus libyennes s'appuient sur cette réunion sous la présidence d'Idriss Déby Itno et les dirigeants africains pour résoudre la crise libyenne et pour parvenir à une solution permanente par le leadership africain, loin de toutes les interventions occidentales, a indiqué le chef de la délégation. Parmi les chefs de tribu figurent notamment celui des Khadafa, d'où est originaire Muammar Kadhafi, et la tribu des Ferjani du général Khalifa Haftar. On note également des représentants des Toubous, des Touaregs et des tribus arabes en Libye. Les tribus jouent un rôle prépondérant dans la gestion des communautés.
Toujours concernant la Libye, l'ancien Premier ministre Ali Zeidan a été relâché après avoir été enlevé il y a 10 jours par un groupe armé dans la capitale libyenne. Selon ses proches, il est en très bonne santé et il devrait quitter ce mercredi la Libye. Aucun détail n'a été donné sur les circonstances ou les conditions de détention de l'ex-Premier ministre, mais son entourage avait accusé ce mardi une milice loyale au gouvernement d'union nationale d'être derrière l'enlèvement. Ali Zeidan a été enlevé le 13 août dernier à son hôtel dans la capitale libyenne, peu avant une conférence de presse qu'il envisageait de tenir pour répondre à des accusations de malversation financière. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours au Gabon. Le nouveau gouvernement dévoilé en début de semaine a consacré l'entrée de figures de l'opposition au sein de l'exécutif. Cette nouvelle équipe, qui comprend toujours les principaux lieutenants du chef de l'État, doit traduire en test de loi les conclusions du dialogue politique organisé par le président Ali Bongo Ondimba. Plus de précisions à travers cet élément. Au Gabon, la présidence a annoncé lundi un léger remaniement ministériel ainsi que la nomination de 2 opposants modérés à des postes institutionnels. Tous issus du parti d'opposition Union nationale UN, Estelle Ondo occupera désormais le portefeuille des transports et Patrick Eyogo Edzong coiffera les eaux et l'énergie. Si la première a été déjà exclue de l'UN, le second doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du parti. Le nouveau gouvernement, qui compte 38 membres contre 40 dans le précédent, comprend toujours les poids lourds de l'équipe, comme le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, Alain-Claude Bilibinze ou encore Étienne Massard, qui conservent leurs postes respectifs. Par ailleurs, la vice-présidence de la République a été restaurée et le poste confié à Pierre Claver Maganga Moussavou, opposant modéré et candidat à la dernière élection présidentielle. La présidence du Conseil économique et social revient à René Ndemezo Obiang, ex-directeur de campagne de Jean Ping et rival du président Ali Bongo lors de la dernière élection. Ce nouveau gouvernement aura notamment pour mission de traduire en texte de loi les conclusions du dialogue politique initié par le président Ali Bongo. Les autorités touristiques de Sierra Leone ont déconseillé ce mardi les bains de mer sur les plages de la capitale Freetown. Et ceci jusqu'à nouvel ordre, car l'eau reste chargée de débris dangereux. Plus de précisions à travers cet élément. Sur les plages de Freetown, la capitale sierra-léonaise, plus de 60 corps de victimes des inondations la semaine écoulée ont été retrouvés. Des découvertes macabres qui font appel à la prudence de la part des autorités en charge du tourisme. Nous avons découvert, récupéré 60 corps ici sur la côte, ainsi qu'un survivant, une femme. La plupart des débris ont été retirés. Les palmiers, les matériaux de construction et les autres gravats ont été retirés des plages. Vous pouvez venir et passer un bon moment, mais je ne vous conseillerais pas d'aller nager jusqu'à ce que ce soit sûr et raisonnable pour y aller, car vous pourriez vous blesser à cause des divers débris dans l'eau et vous aurez des chances de vous blesser ou être contaminé par l'eau. 3 corps ont aussi été retrouvés pendant le week-end sur les côtes de l'île guinéenne de Kabak, a indiqué le préfet de Forêt-Caria, ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Sierra Leone. La République centrafricaine a commémoré la journée internationale de l'aide humanitaire à Bangui, l'occasion pour le ministre en charge des Affaires sociales de rappeler les belligérants à la raison afin que la paix règne de façon pérenne en Centrafrique. Hubert-Marie Diamoni depuis Bangui pour Sika TV. C'est sur ce thème que cette journée, instituée en décembre 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies, est commémorée en l'honneur de tous les acteurs communautaires qui, au prix de leur vie, se sont engagés à porter assistance ou secours aux populations en détresse, victimes de catastrophes, cataclysmes ou autres calamités d'origine naturelle ou humaine comme les conflits armés.
Quand on fait du mal à une personne qui vient aider, ça veut dire qu'on tue doublement la personne qui est affectée. Donc vraiment, ça c'est depuis hier que je ne cesse de lancer un appel vis-à-vis des belligérants en leur disant la population ne doit pas être au milieu de tous ces conflits. La population ne demande qu'une chose, vivre en paix. Pour les autorités centrafricaines, cette journée est une opportunité pour interpeller la communauté internationale sur le drame humanitaire qui continue de sévir dans le pays. Elle est aussi une occasion de rassurer la population de l'engagement du gouvernement et des partenaires humanitaires à soulager la souffrance même dans les situations d'extrême précarité que traverse la Centrafrique. C'est ça l'appel que nous faisons aujourd'hui. Ne nous prenez pas comme cible, ne prenez pas comme cible les civils et respectez le minimum, le droit international humanitaire pour nous permettre d'apporter l'aide, l'appui, le secours aux populations. Les acteurs humanitaires ont payé un lourd tribut à la crise qui sévit dans le pays depuis 5 ans. La Journée internationale de l'aide humanitaire est pour nous tous l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Je l'annonçais en titre en prévision de la double confrontation Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial Russie 2018. Le sélectionneur national des étalons du Burkina a dévoilé une liste de 23 joueurs. C'était à Ouagadougou au cours d'une conférence en présence de notre correspondant sur place, Claude Romba. Le mot qu'on puisse dire, c'est que Paulo Duarte s'est tiré les cheveux pour composer sa liste de 23 étalons pour la double confrontation importante contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Exit de sa sélection des cadres comme Jonathan Pitroapa sans club et Abdul Razak Traoré blessé. Le sélectionneur du Burkina doit faire face à une cascade de blessures au sein de l'équipe. La structure, la colonne vertébrale de l'équipe est blessé, n'est pas là, comme Razak il est blessé, Pitroapa n'a pas club, Charles un peu blessé, Steve Yago un peu blessé, mais je pense qu'il va jouer. Koné vient de blessure, il n'a pas compétition, mais on doit l'inviter parce que c'est un joueur très important, il n'y en a pas un joueur avec sa maturité et avec sa liderança. Mais on parle d'une colonne vertébrale d'une équipe. Mais on a aussi de bons joueurs comme Alain, comme Blati, comme autres joueurs jeunes qui ont découvert, mais pas de quoi troubler outre mesure le sommeil de Paulo Duarte, puisque pour la plupart, les cadres sont là, à quelques éléments près. Même s'ils tiennent sur une jambe, le sélectionneur burkinabé a préparé un plan B avec une préliste de 26 joueurs prêts à pallier des blessures éventuelles dans le groupe. Tout faire pour ne perdre pas la qualité de jeu, on va tout faire pour bien défendre. Et quand tu bien défends, normalement, tu es plus proche de gagner. Et bien défendre, ça veut dire défendre beaucoup. C'est exactement le contraire. C'est bien défendre, ça veut dire une équipe organisée, une équipe bien placée. Le coach burkinabé a également dévoilé son plan de préparation qui s'étale sur 9 jours. Divisé en 3 étapes, du 27 au 31 août, les étalons établiront leur camp de base à Lisbonne au Portugal avant de rallier Dakar pour le match aller le 2 septembre. La 3e étape s'effectuera à Ouagadougou du 3 au 5 septembre pour le match retour. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.